C'est pas. Scout, c'est lui qui fait le scout. Sculpture Non, scout. Scout C'est quand tu as l'uniforme, les jeunes disciplinés qui scout en anglais. Les scouts. Scout. Les scouts, ouais, en français. Scouts. Oui, scout boy. I'm really like a scout boy. Alors, bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège d'être avec Ari Vatanen. Merci Nicolas. Merci à toi d'être présent et merci à toi de m'emmener en plus en tant que copilote aujourd'hui. On est sur le Tour Auto, dans une magnifique BMW M4 CS. Et donc, cette nouvelle idée, c'est de poser des questions à des gens comme Ari, plein de personnalités, et d'avoir des expériences de vie et savoir pas mal de choses sur comment ça se passe un petit peu le milieu et des histoires un petit peu naturelles. Et Ari en plus en conduisant parce que je trouve ça beaucoup plus sympa. Et d'ailleurs, Ari, comme là on conduit, est-ce qu'en voiture tu es plutôt quelqu'un de sage ou quelqu'un qui a peur de rien et qui va rouler un petit peu comme un fou? Non, surtout pas. Oui, c'est vrai, on m'a dit que dès qu'Ari met le casque, il y a les cornes qui vont sortir, qui vont traverser le casque. Oui, peut-être c'est vrai encore dans la compétition. Mais sur la route publique, il ne faut pas oublier que j'ai perdu mon père dans un accident de voiture quand j'avais 8 ans. Et c'était dans la voiture avec lui. Alors j'ai vu mon père mourir et j'ai désormais perdu pas mal des amis au fil des années sur la route. Vous voyez, comme la vitesse, c'est magnifique, mais il faut préserver la vie. Pour moi, rien n'est plus précieux que la vie humaine, alors il faut rester calme sur la route. Ouais, je comprends, et c'est vrai. Alors là, aujourd'hui, on va peut-être faire quelques petits excès, mais on est autorisé, parce qu'on est escorté par la garde républicaine. Exactement, comme moi, ici, mon badge, si ça se voit. De la gendarmerie, donc en gros, là, on est sur le Tour Auto, c'est un événement assez spécial qui se passe chaque année. BMW aujourd'hui est sponsor, et on a cette chance donc d'être invité, et on peut en profiter comme ça. Donc on a un policier qui nous escorte devant, ce qui nous permet de pouvoir le faire légalement. Et ça, c'est plutôt cool. Exactement. C'est vrai, évidemment, la voiture comme ça qu'on a, honnêtement, c'est des fois sur la ligne droite, c'est difficile à rouler à 80 à l'heure. Oui. Si tu es tout seul, il n'y a absolument pas de danger. C'est vrai, une voiture comme ça, c'est que ça t'invite à aller vite. C'est vrai, mais en même temps, il ne faut pas oublier que sur la route publique, mais on se trouve justement quand on est derrière les motards qui nous va guider. Alors c'est complètement différent, on est presque comme dans un état de chef de l'État ici, parce que c'est les gardes républicains qui sont devant nous. Ouais. Exactement, parce qu'eux, ils escortent les présidents d'autres pays, les ministres, etc. Et on a cette chance aujourd'hui d'être comme Emmanuel Macron, par exemple. Ari, si tu devais donner 3 informations sur toi, Ari Vatanen, c'est qui si on avait 3 informations? C'est un jeune pilote d'automobile de l'Est de Finlande, de Karelien, marié avec 4 enfants et détonné, dont 3 sont encore vivants. Vous voyez, ça c'est la réalité de la vie. Quelqu'un qui est passionné, évidemment par la conduite, mais surtout passionné par la vie, parce que la vie c'est quelque chose de très facile. Chaque chose, on oublie facilement, c'est un cadeau. Alors, maintenant, c'est essayer de me rappeler, je suis privilégié d'être encore là. Et à partir de ça, tu vois, ça donne un certain sens pour la vie, et une fil rouge pour la vie. Ouais. Et que chaque jour, il faut en profiter. Exactement, c'est précieux. Ok. Et donc, quand tu étais jeune, comme tu dis que tu es un jeune pilote, qu'est-ce que tu as fait comme étude dans la vie? Pour moi, je ne vais pas parce que maîtriser la conduite, maîtriser la braquer, contre-braquer la voiture, maîtriser la glisse, c'était une passion qui était plus forte que moi-même, c'était plus fort que logique. Alors, je n'ai pas fait les études vraiment académiques. Je suis devenu ingénieur de voiture,
Mais D'accord. j'avais simplement, parce que je ne pouvais pas imaginer que je puisse devenir un pilote professionnel, je pensais que je dois avoir comme un vrai métier dans la vie. Mais en fait, j'ai toujours été concentré sur la conduite et essayer de trouver l'argent pour faire encore un autre rallye, pour trouver les sorties de situations difficiles. Quand tu es amateur, c'est la galère parce que tu cherches l'argent. C'est une bataille de survivre quand tu es amateur. Mais quand tu as qu'une chose dans la tête, fais encore un rallye, fais les virages à fond, freiner tard, alors tu fais tout pour y arriver. C'est pas un fardeau, jamais. Tu ne calcules pas, tu ne sais pas jamais un fardeau, c'est tout le contraire. Tu as une chose dans la tête, c'est tout. D'accord. Donc tu as vite arrêté, mais tu as quand même fait le minimum. Oui, mais le plus important pour toi, c'était le plaisir. L'ingénieur de voiture, oui. Ok. Donc tu as quand même une bonne base technique sur l'automobile et la mécanique, etc. Oui, sûr. Mais finalement, si tu es suffisamment rapide en tant que pilote, ça suffit. Mais évidemment, ça aide à comprendre quelque chose de mécanique, mais tu l'apprends tant que tu conduis. Il y a des pilotes qui ne comprennent pas grand-chose de mécanique, mais ça suffit d'être simplement rapide et tu vas raconter l'ingénieur comment la voiture va se comporter et c'est l'ingénieur pour trouver des solutions. Ouais, c'est vrai. Et le fait de connaître un petit peu, par exemple, les suspensions, le moteur, ça t'a aidé, ça, dans ta carrière? D'avoir une base d'ingénieur? Oui, c'est pas ça qui fait la différence. Oui, ça aide, mais comme je dis, ça suffit d'être juste rapide et justement rapide. Vraiment l'essence, c'est que ça. Oui. Ok. Oui, Et donc tu disais, quand tu as commencé, quand tu étais jeune, donc tu essayais de chercher de l'argent pour avoir de quoi te payer les rallyes, la voiture, etc. Donc pour ça, tu as sûrement dû travailler. C'était quoi les premiers jobs que tu as fait? c'est quand j'étais dans la collège technique, c'est-à-dire pour apprendre les techniques de automobile. En été, tous mes copains sont partis travailler en tant que chef d'atelier dans les garages, dans une concession. Et moi, je suis allé faire coudronner les routes parce que c'était très bien payé. Parce qu'en Finlande, on ne peut pas coudronner les routes qu'en été. C'est-à-dire, on a fait des jours très longs, des fois 40 heures en filet. C'était bien payé. Et c'est ça. Et ça faisait ça pendant 4 étés en filet. Et en fait, je suis littéralement allé. L'automne 75 était très clément en Finlande. On a pu coudronner jusqu'au mois de novembre. Alors, on n'a pas à l'époque parlé de chauffement climatique, mais c'était récent. Et je suis allé directement, littéralement, mon blouson était encore un peu coudron partout. Je suis allé en Angleterre pour faire rallye de RAC pour Ford. Descendre dans une voiture professionnelle. Et après le rallye, c'est eu le contrat avec Ford. Et le reste de l'histoire, vous connaissez. Alors c'est travailler sur la... Des fois, c'est travailler sur la... avec, comment tu dis, ce qui va étaler la coudron sur la route. Les rouleaux compresseurs. Rouleaux compresseurs, okay. Exactement. C'est-à-dire 2 à l'heure. Alors, dans ma vie, c'est faire les choses 200 à l'heure et 2 à l'heure. Ça, c'est quand même assez original. Ok. Et comment l'automobile est arrivée dans ta vie? Ça, c'est une histoire. Tu vois comment on a accéléré, regarde, on a doublé quelqu'un. Ça va très vite. Avec beaucoup de visibilité. Vraiment, c'est un M4, il a le moteur fantastique. Et aussi, wow. Et oui, c'est complètement très atypique parce que mon père est mort dans un accident de voiture, comme je disais tout à l'heure, où j'étais dans la voiture, après plus de père, plus de voiture. Et 4 ans plus tard, quand j'avais 12 ans, la rallye est venue pour la première fois dans notre village. C'était mi-juillet. C'est une nuit lumineuse. C'est pas de nuit comme en France, en Finlande. Et plein l'été. Et quand la première voiture est venue de ce le matin, je crois quelque part,
je suis parti avec la voiture, mon esprit est parti avec la voiture. C'était complètement captivé ce que j'ai vu, parce que choqué, c'était c'est coupé la souffle complètement. Et reste l'histoire, vous connaissez déjà, c'est à peu près ça. C'est devenu plus fort que rien. Conduire, apprendre à maîtriser la voiture, apprendre à glisser. Et si on est arrivé, on est encore là. Maintenant, ils sont à Toronto. Toujours 50 ans plus tard, on conduit. Ouais, c'est incroyable. Donc au final, la voiture, ça a toujours fait partie de ta vie. Absolument. C'est quoi, quelque part, c'est comme exprimer la joie de vivre. C'est pour moi ça. Je ne sais pas, malheureusement, jouer le piano, ni faire les tableaux, mais je crois que la voiture était, pour moi, c'est ça, exactement, ma joie de vivre, exprimer ça. Et ta toute première voiture, qu'est-ce que c'était? C'était la voiture de ma mère, petite Opel Kadett, 42 chevaux. Ok. C'est le prix, je me suis allé dormir 9 h le soir et levé à minuit. Ouais. Et ma mère était au courant. Et je suis tout seul sur la route publique, mais très peu fréquenté. Oui. Conduisais toute la nuit. Quand je suis rentré à la maison, 4 heures, c'est les petits post-it qu'on a trouvés plus tard. Oui, maman, ne t'inquiète pas. C'est 4h30 maintenant, tout est bien allé. Ne t'inquiète pas. Évidemment, ma mère avait peur. Quand elle avait perdu son mari, mon père, alors, elle avait peur de ce qui se passe dans la famille, mais non, mais bien, elle a vu que rien peut m'arrêter. C'était là, c'est comme quelque chose que tu avais besoin. Oui, exactement. C'était plus fort que tout. Exactement. La conduite, c'est tout. Ouais. Okay. Et tu avais quel âge à cet âge-là quand tu as commencé à conduire? J'avais 12 ans. 12 ans. J'avais 12 ans. C'est quand on a commencé régulièrement. Oui, à partir de ça. Pour moi, il fallait attendre encore 6 ans pour avoir le permis. Avoir le permis évidemment, sur mon permis, sur le jour de mon anniversaire. Évidemment, le jour de mon anniversaire, je n'ai pas pu attendre un jour de plus. D'accord. Ok. Donc en Opel Kadett. Et ça, je suppose qu'en Finlande, comme l'hiver, il y a toujours de la neige. Tu as déjà commencé à glisser à cet âge-là? Ça te plaisait déjà? C'est que ça était dans la tête, même tout au début. Et nous, on a un petit chemin de 150 mètres avec une seule virage. Et j'ai glissé là. Le problème était que c'était dans un sens, je n'ai pas pu avoir assez de vitesse. Et dans l'autre sens, quand j'ai eu la vitesse, mais la maison était tout de suite après la virage. Alors, non mais ça, c'était que partir en glissant, braquer, contre-braquer. Je me souviens les premières fois. Alors, toute cette longueur de 150 mètres, c'est zigzagué avant que j'ai réussi à redresser la voiture. C'est ça, maîtriser la voiture, maîtriser quelque chose dans la vie. Et quand je suis sorti sur la route publique, le dernier virage avant de rentrer à la maison, c'était à droite, rapide. Et dans cette Opel Kadett, Opel Kadett, le compteur de vitesse, c'était une file qui a avancé horizontalement et changé la couleur. Et quand tu as dépassé 100 km/h, cette espèce de ruban est devenue rouge. Okay. Alors, dans ce dernier virage, juste avant de rentrer à la maison, j'ai regardé, est-ce que c'est rouge? C'est juste la limite, ça peut aller passer la vitesse à 100 à l'heure. Okay. Et le compteur était en rouge, j'étais content pour rentrer à la maison. Comme là? Oui, mais exactement. Tout en haut du compteur? Oui, exactement là. Et déjà à cet âge-là. Et donc tu as commencé en apprenant tout seul? Oui, toujours tout seul. Okay. Mon frère ne se réveillait pas. Il se réveillait, non, toi tu vas partir tout seul, et je suis parti tout seul. Des fois, un copain qui est devenu avec moi, non, je suis parti tout seul. C'était cette idée
il a conduit. Et un peu plus tard, on a fait circuit, la Lions Club dans notre village avait fait un circuit à glace. Mais le problème était, le circuit était à l'autre côté du village, et il y a un descente, la petite village était éclairée, elle est tout seul, je ne pouvais pas y aller sans être vu. Alors, nous avions encore des vaches à l'époque à la maison. Alors, évidemment, ma mère était obligée de traiter Les vaches. Les vaches. Et j'ai dit, s'il te plaît, amène-moi sur le circuit. Et de temps en temps, elle m'a mené. Mais elle avait trop peur d'être avec moi dans la... On s'arrête. Oh, je crois qu'il fallait s'arrêter. Oh, on s'arrête, tu as raison. Parce qu'on suit un convoi pendant cette petite étape. On y va. Oui, le problème était, il ne pouvait pas rester là, il avait peur. Il restait dehors, il faisait très froid. Circuler la glace, c'est très froid. Alors, maintenant, comment dépasser les... Comment peut-on être plus important? Est-ce qu'on arrive à passer là? Oui, ça ne touche pas, non, ça se passe. Ça se passe comme... Ah, c'est les patrouilles normales aussi qui sont là. Oui, alors, elle restait dehors, et un peu plus tard, la soirée, moi, c'était la dernière personne qui tournait tout seul. Ma mère avait froid, parce que sur la glace, c'est le froid qui vraiment sort. Alors, il faisait plein de nuit, évidemment, et une fois dans les virages, dans les phares, j'ai vu ma mère en train de sauter comme ça pour rester chaud. Ça, c'est vrai, l'amour de la mère. Oui. Bah, pour les enfants, les parents, ils feraient toujours tout. Exactement. Ok. Et elle avait déjà perdu son mari. D'accord. Et ça, c'est avec l'Opel Kadett que tu faisais le circuit? Oui, cette petite Opel Kadett, oui. D'accord. Ouais. Ok. Mais pour vous faire une idée, je vous fais un plan de l'autre Ils sont côté. contents, là. C'est... La garde républicaine là, se fait plaisir également sur nos escortes. Oui. Voici à quoi ça ressemble dans ces paysages magnifiques qu'on traverse. Donc avec Harry au volant. Et on peut vraiment en profiter. Ouais. C'est incroyable de se faire escorter. Ah ouais. Tu es comme chef d'État maintenant. C'est bon. J'ai le prénom déjà d'un ancien président, Nicolas. C'est vrai. Donc on disait avant de se faire ce petit arrêt ravitaillement. Donc toi, comment tu as commencé le rallye? Donc tu disais au début tu as fait de l'Opel Kadett avec ta maman sur circuit. Oui, tu t'es entraîné petit à petit. Oui, tout le temps. Évidemment, oui. Parmi sur l'anniversaire, 18e anniversaire. Et évidemment, quelques mois plus tard, ma mère a aidé. Et m'a acheté une voiture de rallye Opel Kadett rallye à 1,9 litres. Ok. Et c'est groupe 1 à l'époque. C'était la troisième propriété pour cette voiture. Et pour moi, c'était évidemment avoir une voiture de rallye. Et première chose, c'était vraiment commencer à faire les rallyes. C'est-à-dire à l'âge de 18 ans, je faisais mon premier rallye. Ok. Premier rallye, Hanky Rally, et tout au début c'était catastrophique, parce que moi je pensais que je savais bien conduire, mais quand tu arrives à la fin du spécial, quelqu'un qui est abattu à 15 secondes sur 10 km, tu as de mal à croire. Ok. De mal à croire. Et les premières années, c'était vraiment la galère d'une certaine manière. Mais de temps en temps, ça faisait comme quelques scratchs. D'accord. Quelques scratchs et peut-être aussi, je me suis pas rendu compte que mes pneus étaient celles de l'année précédente. Et peut-être mes collègues avaient les nouveaux pneus. Et ça qui change tout. Mais ça me sert d'excuse, je continue de m'entraîner. Et une fois que j'ai commencé à faire les temps un peu scratch, plus souvent, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et que peut-être mes concurrents ils ont eu les pépins, tout le monde a eu les pépins. C'est difficile à expliquer.
quand tu es vraiment si passionné par quelque chose, tu continues. C'est jamais... Waouh, qu'est-ce qu'il avance, les motards. On les voit, les motards, ils sont inclinés, ça touche à chaque fois. Ils sont vraiment très forts, les motards de la garde républicaine. Mais en tout cas, quand il y a les premiers rallyes, c'était presque surpris moi-même comment je fais que je peux gagner quelque chose. Ouais. Mais je n'ai jamais pu vraiment imaginer que je puisse devenir un pilote professionnel. Okay. Pilote professionnel et maintenant ça fait 50 ans. Quand j'ai amené ma voiture en Angleterre, ou plutôt à Gallois, Pays de Galles, parce que quelqu'un qui s'appelle John Thomas m'avait écrit, j'ai trouvé 300 livres, quoi, 3000 francs à l'époque, et tu amènes ta voiture à Pays de Galles et prends-moi comme coéquipier, c'est ce que je fais. Et après, Opel m'a donné l'assistance pour les rallyes en Écosse. Toujours utilisé ma voiture. Et en même temps, Ford était en train de chercher un pilote qui pourrait remplacer Timo Mäkinen, qui est à la fin de sa carrière. Le premier Finlandais volant, Timo Mäkinen. Okay. Et alors, dans 6 mois, le mois de mai 1975, quand je suis venu à Pays de Galles, 6 mois plus tard, j'avais un contrat avec Ford. C'est comme dans un mauvais film, mauvais script, mais c'est qu'il m'arrivait. Incroyable. Et c'était vraiment incroyable. Et moi-même, j'avais du mal à croire. Qu'est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est vraiment moi ou peut-être c'est quelqu'un d'autre? Et ça t'a mis combien de temps avant de gagner ta première course? Oui, j'avais commencé en 1976, j'ai quand même gagné le championnat d'Angleterre. Mon première année, c'est le gagné. Mon premier grand rallye que j'ai gagné était justement rallye de rallye gallois, rallye Wales Rally, de 1976. C'est-à-dire l'année après mon premier rallye Pays de Galles avec ma voiture. Et mes premières victoires dans le championnat du monde, il fallait attendre jusqu'à l'année 80. Alors Ford était déjà frustré parce que c'était souvent en tête, souvent déjà en 77 à Portugal, c'était plus rapide que tout le monde, mais je suis sorti à la fin de spécial. Après la fin de spécial, je n'avais pas fait les notes et après la ligne avec la ligne de 15 francs et la ligne, il y avait encore, après la fin de spécial, il y avait encore un virage serré et je suis sorti. Je faisais le scratch, mais j'ai sorti de la voiture de rallye aussi en même temps. Et alors, il fallait attendre 4 ans avant que je gagne un rallye Acropole. Mais heureusement, Ford avait confiance en moi. Et même entre-temps, j'étais en Nouvelle-Zélande en 1977. Et j'ai terminé finalement deuxième. Le rallye était très long. Il avait 2000 km de spécial. Wow. Et j'ai sorti plusieurs fois de la route. En tout, j'ai perdu 40 minutes. 40 minutes. Et parce que le rallye était très long, j'ai réussi toujours reparti. Et j'ai terminé deuxième, que 2 minutes derrière le vainqueur. Alors Fiat m'a proposé un contrat incroyable dès 1977. Mais j'ai leur répondu non, je restais chez Ford parce que moi j'en fait beaucoup de bêtises et ils m'ont gardé, ils ont confiance en moi et je ne peux pas quitter, je ne peux pas laisser tomber quelqu'un qui croit en moi et c'est resté. J'ai toujours pensé que dans la vie il faut rester fidèle et construire des relations de long terme. Mais c'est quand quelqu'un te fait confiance, il faut que ce soit réciproque et comme on dit, quand quelqu'un te tend la main, il faut pouvoir y rester. Bien sûr. Ok. Et donc pour arriver à ce niveau-là, tu t'es entraîné encore tout seul? Tu avais quelque chose de spécifique? Tu avais des coachs ou... Non, j'ai jamais eu de coach. Des fois, on a eu
le coach mental, mais à l'époque, on n'a pas fait beaucoup d'attention à ça. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours la tendance de sortir, mais c'est parce que le plaisir de conduite est plus fort. Oui. J'ai jamais eu vraiment beaucoup de stratégie. Alors, tellement quand tu freines trop tard en arrivant dans la virage et tu es contre la vérité, tu dois essayer de survivre le virage. Oui. Tu es dans un monde à toi. Et ce plaisir était vraiment plus fort que la stratégie. Et oui, le résultat, c'est sortait souvent, mais heureusement, j'ai quand même gagné de temps en temps, alors je peux garder mon contrat. Mais c'est vrai, aussi, peut-être pour cette raison-là, les gens voient que ce n'était pas opportuniste ou même si je n'étais pas vraiment très sage, rouler si vite et essayer de gagner chaque virage, parce qu'il faut gagner les rallyes, pas les virages. Mais ils ont vu que j'étais en train de mouiller la chemise tout le temps, c'est une certaine sincérité dans la conduite. Oui, qu'il n'était pas très, comme dit, très sage. Il faut savoir ralentir qu'on puisse terminer. Et le fait que tu attaques tout le temps, tu fais des erreurs, alors les gens, quelque part, ils te soutiennent parce que dans leur vie, c'est pareil. On fait des erreurs, on va tomber, on va remonter. La vraie vie, c'est ça. Et moi, c'était à peu près dans la conduite aussi, c'était comme ça. Ok, donc les gens s'attachent à la personne justement parce que ça se voit. Ça se voit parce que si tu vas de succès à succès, tu gagnes chaque rallye plus ou moins, et rarement erreur. Les gens, dans leur vie, disaient pas. Dans leur vie, c'est. On va enlever ça. Parce que depuis tout à l'heure, on a le petit bout de vitesse. C'est bon. Et tout le monde fait des erreurs dans la vie. Là, il n'a pas la vie parfaite. Alors peut-être quelqu'un qui va de succès à succès, il est peut-être respecté, mais pas nécessairement aimé. Et c'est ça. Bon, on va se tenir en contact avec les gens. On est aussi faillible, aussi mortel. On comprend mieux, on a un meilleur ressenti, on va dire, comme ça. Ouais, okay. Ouais, là. Et qu'est-ce qui a fait... C'est un calcul, c'est un opportunisme. Je vois. Et qu'est-ce qui a fait que le rallye n'est pas forcément, par exemple, du circuit ou de la Formule 1 ou du karting, que c'est ça, et qui fait que le rallye, c'est vraiment un monde à part encore? C'est par la définition. Quand on est contre la montre, c'est-à-dire on n'est pas physiquement même temps sur le circuit, c'est-à-dire il n'y a pas de contact physique, et après on va rapprocher son collègue, oui, mais c'était devant toi et toi tu as coupé devant moi, mais nous être contre la chrono seulement, et par la nature des rallyes, on va dans la forêt, on va vers les gens. Les gens n'ont pas besoin de venir à un stade pour les vedettes. Nous, on va vers les gens dans les villages lointains, voyez, dans la zone rurale. C'est comme un peu Tour de France. Oui. Tour de France, il y a un autre esprit, il y a moins d'ego que dans le circuit, qui est beaucoup plus fermé dans tous les sens du mot. Nous, on a, à l'époque, quand on a les reconnaissances longues, on rencontre les gens dans le monde entier, la voiture de reconnaissance tombe en panne, il faut chercher les solutions, des fois en Finlande, des fois en Afrique. C'est un autre monde. Ok. Et le côté sensation, est-ce que pour toi le rallye c'est celui qui donne le plus de sensations dans le sport auto, ou tu as trouvé un autre sport ou quelque chose qui te donnait un plaisir pareil? Mais je ne peux pas parler que pour moi-même, mais évidemment quand tu glisses, il y a des choses imprévues qui se passent. Moi je trouve que dans la vie, quand tu fais le circuit avec tout le respect, le circuit, mais tu répètes, tu as 10 virages. Tu as 10 virages différents
Et moi, je préfère que dans le rallye, que tu as 10 000 virages différents. Ouais. Virages différents. C'est... Mais chacun son sport, évidemment. Et tu ne peux pas vraiment comparer. Mais pour moi, je suis content d'être pilote de rallye. C'était humainement parlant, Paris-Dakar par exemple. Pourquoi j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup quand j'étais en Afrique. Afrique généralement m'a appris beaucoup. Tu te demandes, si j'étais né à Timbuktu, au lieu de Tupouara, ma vie sera complètement différente. Oui. Tu te rends compte que finalement c'est une famille humaine qui habite sur la terre, et c'est tout. Les frontières sont tout simplement les lignes tirées par les hommes. Complètement. Et donc ça, le Paris-Dakar aussi, tu l'as fait combien de fois? Je crois 14 fois. Ok, et tu l'as gagné. Qu'en Afrique, oui. Ok, et tu l'as gagné 4 fois. Oui, Je me 4 souviens fois et bien. demi. Et demi quand ma voiture a été volée. Quand D'accord. j'étais en tête par 2 heures, je crois. Alors, ça avait une bonne anecdote. Alors, 4 et demi. Incroyable. Et moi-même, j'ai jeté peut-être au moins 2 fois. J'étais en tête par mes erreurs. J'ai jeté la victoire par la fenêtre, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et au Dakar, donc tu as roulé avec une 205 T16. Tu avais ça comme Après voiture? 405, après 405. Citroën ZX, mais c'est plus ou moins la variation de la même voiture. Mais Et c'était quoi qui t'a marqué le plus au Dakar? Enfin, le Dakar, c'est quand même une épreuve assez incroyable. Tu traverses vraiment des déserts, tu traverses des pays, etc. C'est des très longues épreuves. Si tu devais nous raconter un petit peu le Dakar, qu'est-ce oui, qui te marque? parce que l'homme pense d'être surpuissant, il sait tout, il maîtrise tout, comme les montagnes, les océans, le Sahara, c'est tout contraire. L'homme va trouver sa vraie place, sa petite place. Sa petite place, plus d'arrogance, plus d'ego. Et c'est ça qui te fait grandir tant que l'homme. Oui. Que tu vois que oui, je ne sais pas tout maîtriser, je suis très mortel, je suis petit, je suis fragile. Vous voyez, tu comprends la valeur de la vie. La valeur de la vie, et tu vois les autres humains qui habitent à Timbuktu. Oui, alors, et moi, j'habite absolument privilégié d'être né un coin dans le monde qui est riche. Et vous voyez, ça donne un sens de solidarité envers les autres êtres humains, membres de la famille humaine. C'est à la portée de dune, tu vois que l'homme ne pourrait jamais faire les dessins des dunes, la forme, la portée. C'est quelque chose beaucoup plus grand que l'homme. Ouais. Ouais, la beauté de la nature, Ouais. et c'est façonné. C'est vrai que c'est assez incroyable quand on traverse, surtout quand on voyage. Moi, j'ai la chance aussi de beaucoup voyager. Je pense que toi aussi, tu as dû visiter un nombre de pays incalculable. Oui, en tout cas, oui, c'est justement les cultures différentes. Heureusement, la France n'est pas comme la Finlande et vice-versa. Et partout, et tu te rends compte que les gens sont comme toujours les mêmes soucis, même l'espoir. Ils pleurent pour les mêmes raisons, et ils rient pour les mêmes raisons. On a finalement que la vie quotidienne et les soucis et les bonheurs sont très similaires dans chaque côté du monde. Et évidemment, il faut se poser les questions. Pourquoi on n'arrive pas à vivre en paix? Oui. Ouais. Bah, ça, je t'avoue que c'est quelque chose aussi, je me pose la question souvent. Je me dis, on est tous les mêmes partout dans le monde. Pourquoi on n'arrive pas à être heureux tous ensemble? Ah ouais, c'est l'ego de l'homme,
le diable à nous tous, mais Exactement. c'est ça. Le problème, c'est je pense qu'il y a des gens qui en veulent toujours plus. Et c'est ce besoin de toujours plus qui fait que, bon, malheureusement, bon, ça, on ne changera pas grand-chose. Ouais, voilà. Et, bon, et donc, Égoïsme, mais... ouais. Et donc, toi, tu habites en Finlande. Jusqu'à quel âge tu es resté en Finlande? Oui, finalement, on est parti, on n'a jamais quitté la Finlande réellement, mais on a profité de ma profession comme pilote d'automobile. Habité en Angleterre, c'est Rita qui a cette idée. Et on a l'autre pied toujours en Finlande. Et on a vécu des années 80, une dizaine d'années en Angleterre. Et maintenant, plus que 30 ans, on a l'autre pied en France. Ok, donc. Oui, c'est un enrichissement évidemment, grand enrichissement, oui, de la vie. Donc là, en ce moment, tu vis entre la France et la Finlande. Absolument, oui. Ok. Et en Finlande, donc, ce que j'ai vu, c'est qu'à l'époque, tu as bossé un petit peu dans la politique. Oui, même plus qu'un peu, oui, au Parlement européen. D'accord. Et ça, tu as fait ça combien de temps? 99 à 2009, 2 termes. D'accord. Dans le deuxième terme, j'étais élu en France, qui est extrêmement rare, peut-être le seul député qui est venu de notre pays. Il y a quelques députés qui ont été élus. Il y a quelques députés qui ont été élus dans deux pays. Ils ont normalement double nationalité. Moi, c'était un Finlandais qui n'était pas aucune activité politique en France. Mais M. Chirac, peut-être il avait tort ou pas tort. Il a pensé que c'était très bien dans l'esprit européen. Et alors j'étais élu en France pour le deuxième terme. Et pour moi, d'être Europe, député européen, c'était mon but. Parce que c'est qu'en travaillant ensemble qu'on peut faire quelque chose dans la vie. Si chacun reste isolé dans son coin, il n'y a que des malheurs que résultats. Mais... C'est sûr. Et donc, qu'est-ce que tu faisais quand tu étais député européen? C'était quoi les sujets que tu abordais? Il y a beaucoup à propos de transport. D'accord. Transport, parce que ça a mobilité. On ne peut pas avoir le développement. C'est mobilité et éducation sont les deux bases de développement. Et on sous-estime l'importance des réseaux routiers et bonnes réseaux routiers. Communauté européenne, comme la France, comme chaque pays, l'homme politique, il adore les chemins de fer. Oui. Et qui finalement, il joue un rôle, bien sûr, mais dans toute la mobilité, il ne joue qu'un petit rôle dans la mobilité d'une société moderne. Et on a besoin de l'aviation et les réseaux routiers. Et tous les deux ne sont pas populaires, et c'est comme une affreux. C'est comme un contre-productif pour le bien-être de la société. On a besoin de bonne mobilité et l'aviation et les réseaux routiers jouent un rôle hyper important dans la vie quotidienne. C'était aussi dans la Commission des affaires étrangères et ça c'est pour les droits de l'homme, la démocratie. On a essayé de défendre l'Ukraine et maintenant personne n'a fait attention à l'époque. Pourtant, on a eu quelques députés, on a averti qu'on ne peut pas laisser Ukraine tout seul à côté de quelqu'un comme Poutine. Et on voit les personnes n'a fait attention. Oui, ça va. L'Ukraine s'est pris tout seul sans le soutien de l'Europe. Et vous voyez où on est maintenant. Avec quelle tragédie humaine. C'est vrai que... Pour rien. Alors c'est les choses comme ça qui m'intéressaient, des sujets comme ça qui m'intéressaient beaucoup. D'accord. Et ça, tu as aimé faire ça? Absolument. Niveau européen, je souligne, niveau européen. D'accord. Je ne pouvais pas imaginer les députés nationaux ni en France ni en Finlande. Quand tu es dans l'Assemblée nationale, tu es soit dans le gouvernement, soit tu es dans l'opposition. Et dans les deux cas, tu es muselé, tu es tes mains sont liées complètement. Ouais. Ok, donc oui, tu avais plus de liberté complètement. et sans prendre parti vraiment. Sans Parlement, tu peux faire une alliance avec un communiste grec pour soutenir quelque chose. Oui. Okay.
Et pendant ce temps-là, tu continues un petit peu l'automobile à côté? Oui, donc ça c'était une surprise. C'est un projet 2003. C'est une possibilité de nouveau partir. Moi, je pensais que Dakar, tout était fini pour moi. C'est une opportunité pour partir à Dakar avec Nissan. Évidemment, ce n'est pas petit, non. Ça devait être fou en fait de pouvoir recommencer comme ça. À chaque fois, c'est des nouvelles courses, c'est des nouveaux participants. Et petit à petit aussi, les voitures évoluent. Mais nous, on a roulé pour Nissan, en fait, et même avec Volkswagen. Oui, bien sûr, il y a des évolutions, mais en tout cas, ce qui compte, c'est que tu ne peux pas dire que Sahara désert reste plus fort que toi. Ouais. Oui. Même si tu as amélioré la voiture, c'est pas ça qui te fait gagner. Ok, et ça c'est une course vraiment épuisante, le Dakar, c'est vraiment éprouvant. À l'époque, oui, surtout pour les motards. Surtout pour les motards. Mais c'est sûr, tu as Dakar, c'est tout le monde qui a fait le Dakar en Afrique, il ne l'oubliera jamais. Oui. C'est à l'est des traces, humainement parlant, et peut-être ça va. Il y a surtout l'ouverture d'esprit. C'est ça. Si ça se fait, alors tu n'as pas perdu ton temps. Et toi c'était quoi ta plus belle année de Dakar? Avec quelle voiture? Non, c'est pas lié avec la voiture, c'est lié avec le fait. 87, c'était mon premier rallye. Après mon accident, pour le 10 mois de convalescence, alors la place de Trocadéro, ça fait de mal à croire que que je suis en bonne santé, ça recommence, tous les mauvais souvenirs de rallye et de accident oublié, la vie recommençait, c'est ça. C'était ça, le ligne de départ, comme deuxième vie qui commence. Ok. Il y a plein de gens, ce que j'adore, c'est sur le Tour Auto. Il y a plein de gens qui viennent sur le côté et qui voient les voitures. Et encore, nous, on roule avec des modernes, mais quand il y a toutes les anciennes, c'est vraiment un événement incroyable. Oui, là, on voit que la voiture n'est pas dit son dernier mot. Ah oui, mais quand tu regardes les vieilles voitures, c'est comme quand tu regardes l'album de photos de ta vie, ça te rappelle beaucoup de choses de ta jeunesse et la vie que tu as vécue. Mais, et donc, comme on parle quand même pas mal automobile, c'était quoi ton plus beau souvenir automobile? La voiture qui t'a le plus marqué dans ta vie? non, une seule voiture, ça doit être 205. Pas seulement comme voiture, mais comme un projet qui a aidé à sauver Peugeot. Et personne n'y croyait vraiment au début. Et Peugeot avait une grande difficulté financièrement. Et on a tout gagné, mais on a tout perdu. Moi, j'ai failli mourir en Argentine. C'était une aventure humaine, vraiment, cette période, et qui a aussi sauvé la Chine et donné énormément de souvenirs aux gens, parce que les gens en parlent tout le temps. Oui. Tout ce qu'on a vécu, les années groupées avec Peugeot, Paris-Dakar, la mort du chanteur Balavoine, beaucoup de Sabine, des choses tragiques. Tout le monde a suivi ce qui s'est passé en Afrique. Et ça s'est vraiment marqué l'esprit, c'est ancré dans la mémoire collective de nation, mais plusieurs nations. Et Peugeot, donc tu es resté quand même pas mal d'années avec eux. Et il y a eu aussi la 405 à Pikes Peak. Oui. Ça, je pense, beaucoup de gens aussi t'ont connu grâce à cet événement et ce record. Hein. Oui, le fameux film de Pikes Peak, Clive Down, ça, quand j'ai levé le main, quand le soleil était très bas, évidemment, ça vraiment, c'est étonnant comment un geste spontané, il va
capter l'imagination de tout le monde. Mais pour voir symboliquement, comme se dit, dans la vie, tu peux lever le bras, mais pas le pied. C'est-à-dire, là, on apprend quelque chose que tu dois mouiller la chemise dans la vie. Si tu es en bonne santé, tu dois donner ton meilleur indépendant de ce que tu fais dans la vie. C'est le pays, par explique, c'est que tu fais Dakar, c'est 13 000 km à sommet. Après, tu fais Pikes Peak, c'est 20 km 10 minutes. Quelle richesse. Des épreuves différentes. Et ça demandait beaucoup d'entraînement, Pikes Peak? Oui, il fallait apprendre évidemment les virages par cœur. Qui a une voiture qui a accéléré de 0 à 200 à moins que 10 secondes. Et de la piste comme ça qui monte 4300 mètres avec les ravins sans les rails, évidemment c'est un test hors norme. Mais d'autre part, si tu voiture te un speed de confiance, tu oublies les ravins et tu attaques. Et ce qui s'est passé, ça laisse les traces. Sans le poids. Ah bah, la vidéo était incroyable, elle est encore sur internet, on peut la voir. Et c'est vrai que, on te voit monter, et même tout en glisse partout, des fois vraiment à ras. Et des fois, nous, on avait peur pour toi, en fait, quand on regarde la vidéo, quand on voit en spectateur, on se dit waouh. Moi aussi, quand je regarde, oui. Mais, et par exemple, est-ce que quand tu conduis, tu te mets vraiment dans une atmosphère où tu te dis rien peut m'arriver? Ben, s'arrêter, elle ne doit pas parler, mais... Ça fait plaisir de voir les gens sur le côté. Exactement. Ok. Et donc oui, et ce que tout le monde dit, c'est mettre donc avec la main comme ça pour se cacher du soleil, qui était en fait vraiment impressionnant, parce qu'on se dit, tu te conduis à fond à une main pour te protéger du soleil. En même temps, tu passais les vitesses, tu changeais. Mais dans la réalité, c'est pas si. Ouais. C'est pas si difficile, mais quand tu le vois, c'est impressionnant, ça c'est clair. Mais c'est symbolique. Lever le bras, mais pas le pied. Exactement. Donc, dans la vie, il faut tout donner. Ouais. Bah, comme on dit, si tu donnes ton maximum, au moins tu peux pas regretter de ne pas avoir fait tout ce que tu pouvais. Exactement, c'est ça. Parce que tu ne peux pas rester spectateur dans ta vie. Si tu es en bonne santé, à condition que tu es en bonne santé, Dieu t'a donné ça, tu as les compétences. Nous tous on a compétences pour quelque chose là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que la vie te donne. La vie ne doit à rien. Nous, on doit tout à la vie. Alors, l'homme doit faire. Il doit prendre des risques, il faut entreprendre, il faut avancer, il faut croire. Il a toujours l'espoir pour demain. Il faut être positif, le projeter en avant. C'est ça la vie. Et comme ça, l'humanité avance et toi, tu restes positif. Et bien sûr, il y a des obstacles, mais si ton état d'esprit est négatif et tu attends que quelqu'un d'autre fasse ça pour toi, non, c'est pas ça. Chacun doit mouiller sa chemise. Dans sa manière. Mais... Je comprends. Et pour toi, donc tu as quand même une belle carrière, tu as beaucoup d'expérience dans beaucoup de choses. Ce serait quoi ta plus belle réussite dans la vie? Peu importe le domaine. Oui, il reste certaine manière, oui, c'est un peu philosophique d'être vivant aujourd'hui, mais c'est pas grâce à moi. Toute la vie, c'est un grand cadeau. Non, je ne sais pas. Je suis gêné parce que tu fais les choses d'une certaine manière qui te paraît logique dans la vie. Qu'est-ce c'est la famille, finalement, c'est que la famille, et même la famille que tu as, c'est, tu vois, je ne sais pas, je faisais les enfants parce que on ne fait pas les enfants. Il y a beaucoup de parents qui n'ont pas eu les enfants malgré leur volonté. Vous voyez, c'est difficile à répondre. Si tu
et comme Alexei Navalny, qui est mort parce qu'il défend la démocratie en Russie. Là, tu peux dire que tu as fait quelque chose. Quand tu es pilote automobile, tu fais quelque chose qui te paraît tout à fait naturel. Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question. Mais voilà, c'est pour ça que je disais, pas forcément dans l'automobile, mais pour toi, ce que tu penses avoir réussi ou qui t'a fait du bien ou un vrai plaisir. Peut-être dans la case de député européen. Assez souvent, ce n'était pas dans la majorité. Ce n'était pas dans la majorité. Parce que Galileo, par exemple, il était tout seul quand il a dit que la Terre n'était pas le centre de l'univers. Il était tout seul. La vérité ne dépend pas, c'est pas une décision de majorité. Alors très souvent, c'est oser en nager à contre-courant dans la vie. C'est peut-être ça, on peut dire que ça peut être, c'est-à-dire je ne suis pas choisir l'option facile, partir avec les majorités. Simon Danker, ce n'était pas d'accord. Oui. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore un objectif? Par exemple, tu dis, voilà, j'ai été pilote, j'ai fait ça. Est-ce qu'il y a un objectif que tu te fixes? De dire, voilà, j'aimerais encore réaliser ça. Il a encore 205 kilos. Ouais, sacré numéro. C'est difficile à répondre. Mon objectif, que je puisse d'être encore avec Rita le plus longtemps possible, avec les enfants. C'est plutôt dans ce sens. C'est pas. Plutôt de devoir profiter. Oui, exactement, de profiter dans tout droit, oui. Oui, tout droit. Tout droit. Là, que je puisse, objectif, en espérant qu'on reste encore en bonne santé. Oui. C'est plutôt ça. Parce que ça te permet de faire beaucoup de choses. Je vais rester très actif, j'ai toujours été très actif, alors. Mais c'est la condition que tu es en bonne santé. Ça paraît simple, mais c'est comme ça. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu fais par exemple pour être en bonne santé, pouvoir conduire comme ça? Parce que là, tu conduis encore rapidement. Je connais pas tant de gens que ça qui prennent encore du plaisir et à conduire rapidement et qui le font encore bien sereinement. Et tu fais un rituel spécifique dans la vie? Tu fais du sport? Tu t'entretiens? D'abord, c'est l'état d'esprit pour toi. C'est-à-dire tu as compris comment la vie est fragile. Tu es content de te réveiller. Oui, c'est failli mourir dans ce temps. La vie m'a rappelé comment tout est fragile. Tout est fragile. Alors ça te donne l'état d'esprit positif. Je vois. Positif, et ça me tient en bon état. Si tu n'es pas optimistique, positif, rien qui va se passer. Il faut toujours garder l'espoir, c'est ça. C'est ça qui nous alimente, l'espoir. Mais évidemment, physiquement, c'est à peu près manger correctement, c'est bien de vin rouge, mais évidemment avec essayer d'être modéré, et je m'entraîne quand même physiquement pas dans la manière fanatique du tout, mais quand même avec modération, mais surtout rester positif, penser que demain ça va être encore mieux qu'aujourd'hui. Oui, je crois que dans la vie, il y a une fil rouge, même s'il y a, comme après la disparition de Kim, mais tu es des choses que ne te comprends pas du tout.
qui sont absolument douloureux. Mais tu dois l'accepter. Parce que si tu ne l'acceptes pas, tu deviens amer et après tu es perdu. Tu perds ton temps dans la vie. Alors cette certaine humilité, accepter ce qu'il t'arrive, même les choses très, très douloureuses. Ok, donc oui, toujours essayer de garder un côté positif et se dire de toute façon il y a des choses dans la vie, on n'y peut rien. Et exactement. C'est-à-dire que la vie nous rappelle, on est petit, mais c'est pour ça que la vie est magnifique, que tout est un cadeau, tout est facile. Ferrari coûte très cher, Rolex coûte très cher, tout ce qui est rare coûte très cher. Mais notre temps, notre vie, c'est beaucoup plus rare. Notre temps sur la Terre, c'est 1 000 000 fois plus rare que Rolex ou Ferrari. On ne comprend pas sa valeur avant que la perdu. C'est vrai. Tu ne comprends pas ton bonheur avant que tu l'as perdu. Mais exactement, c'est ça. Il faut savoir vivre le moment présent et savoir apprécier les bonnes choses. Ça paraît simple, mais c'est exactement ça. Ok. J'allais te poser la question, c'est est-ce que tu as un conseil dans la vie, mais on va dire que tu as un petit peu répondu là, c'est de profiter un petit peu de chaque jour, de vivre des expériences et de se dire, bah là, comme tu dis par exemple le Rolex, etc., le matériel, c'est pas forcément le plus important. Oui, ça peut te donner un peu de plaisir, bien sûr, parce que c'est vraiment le travail de quelqu'un qui est spécialiste, qui se fait en montre comme ça, c'est hyper important. Comme ça, la vie avance. C'est pas en faisant des produits vrac, justement, les produits sophistiqués, la fierté, le savoir-faire. Mais, comme un conseil, et c'est le seul conseil, c'est du mal à donner des conseils, parce que qu'est-ce que tu peux dire? Mais tu peux dire qu'il faut freiner tard dans la vie. Oui. Il faut freiner tard, c'est-à-dire tu vivre, parce que quand tu freines tard, on arrive à la virage. Après, tout est vrai. Tu ne peux pas. Il doit survivre la virage. Alors, quand tu freines tard dans la vie, là, tu as le temps pour l'opportunisme, pour les calculs, est-ce que fait ça ou ça? Tu dois vivre honnêtement. Le virage saute sur les yeux. Alors, débrouille-toi. C'est ça la vie. Ouais, c'est foncer et se dire, je vais vivre une expérience. Et que je rate ou que je réussisse, dans tous les cas, j'aurai appris quelque chose. C'est à peu près ça. En tout cas, il a une survivre quelque part, et spirituellement parlant. Je crois que l'âme de l'homme est en tout cas immortelle. Il y a toujours une continuation, une manière de l'autre. Ok. Mais c'est par exemple, ça c'est comme dans le rallye, le groupe B à l'époque, on faisait une course à la puissance, toujours plus. Et au final, ça devenait presque dangereux à cette époque-là. Mais d'autre part, ça c'est les souvenirs inoubliables. Parce que sans risque, il n'y a pas de progrès dans la vie. Il faut oser pousser les frontières. Et, ok, on corrige les erreurs, on corrige le tir, mais il faut toujours aller en avant. Si tu vas stagner, c'est comme l'eau. L'eau va être pourrie. Il faut que l'eau coule tout le temps. Autrement, ça devient pourri. Ouais, et puis ça te rend vivant en même temps et ça donne un petit peu un frisson de se dire, bah voilà, on va aller chercher de la limite encore plus loin à chaque fois. Oui, c'est là. Oui, c'est là. Tu peux quelque part mesurer l'intensité de ta vie. Si tu as des serres de poule, oui, waouh, tu as eu l'émotion. Et ça que tu vas retenir, c'est tout ce que tu vas retenir dans ta mémoire, c'est les capteurs de serre de poule. Et est-ce qu'aujourd'hui, toi, par exemple, il y a quelque chose qui te fait encore vibrer, qui te donne des sensations? Ah, bien sûr. Tout. Même, oui. Non, c'est dommage, c'est notre côté. Non. Simplement de me réveiller. Je suis encore là. Ça me donne la frisson. Je suis vivant. Et donc là, tu as profité ça dans la vie. On te connaît beaucoup par le milieu de l'auto. Est-ce que tu as essayé d'autres sports ou d'autres, par exemple de la moto, ou tu me parlais ce matin de l'hélicoptère? J'en ai fait un peu de moto dans ma jeunesse, mais c'est de enduro, plutôt enduro dans la forêt. Mais c'est de mal à rester debout avec 4 roues. Comment je peux rester debout avec 2 roues seulement? Non, c'est pas pour moi. C'est beaucoup de respect pour les motards.
Je l'ai vu mourir à Dakar, beaucoup parmi eux. Quel courage, beaucoup de respect pour les motards. Mais on a besoin de cet esprit d'aventure clair. Ok. Sauter dans la vie. C'est ça qui va nous avancer. Et est-ce que tu as essayé, par exemple, la Formule 1 ou de la monoplace ou ce genre de choses? Non, jamais. monoplace, non, je ne sais pas. Non, circuit, c'est pas mon truc, ça c'est clair. Ok. On a fait un peu de circuit, Nürburgring, c'est fantastique. Ouais. C'est beaucoup de respect pour ceux qui sont couru sur la Nürburgring. Oh, pour tous les pilotes, enfin d'ailleurs. Mais râler dans la forêt, c'est mon truc. Ok, vraiment plus la sensation, la vitesse qui passe, les arbres qu'on voit, etc. Ah oui. La glisse surtout. C'est-à-dire qu'il n'a pas de virage pareil. Et l'hélicoptère, donc on en parlait. Comment tu as découvert l'hélicoptère ou qu'est-ce qui t'a fait aimer ça? Mon père était pilote de bombardier. D'accord. Dans la Deuxième Guerre mondiale, quand Staline a attaqué la Finlande, exactement comme Poutine. Ce assassin Poutine a attaqué l'Ukraine maintenant. Et mon père a perdu 4 de ses frères dans la guerre. Mais Helsinki n'était jamais envahi, ni Paris était envahi, Helsinki n'était pas envahi. Et ça me donnait, cette histoire de mon père me donnait envie de l'aviation. Et ma femme Rita, elle avait, avec l'argent qu'elle n'avait pas, elle avait emprunté l'argent et le crédit avec le crédit. Elle avait eu son brevet de pilote avant qu'elle avait eu le permis de voiture. Et quand j'ai gagné le East African Safari 83, j'ai rentré à la maison et Rita disait maintenant tu vas apprendre à piloter le hélicoptère. Et ça a commencé comme ça. Ce n'est pas un hélico, mais c'est lui un hélico de temps en temps pour rester au courant. Mais... D'accord, incroyable. Oui. Plein de gens sur le côté. C'est pas fantastique. Fantastique, pique-nique là. Et c'est top. Et alors, il y a une chose que j'aime beaucoup avec toi, Harry, c'est que tu es un des rares à avoir ce côté très sympathique avec les gens. Quand on s'arrête partout. Arrête. Non, maintenant, pas trop. Vraiment, tout le monde le dit. n'existent pas. Non, mais tout le monde le dit. Tu vois, c'est cette sympathie. Les gens sont heureux de te voir. Ça fait des années qu'ils te voient. Il y a des gens qui te revoient chaque année. Et revient, c'est vrai. Les histoires où on s'était vu il y a 20 ans quelque part. Et tu as plein d'histoires. Et franchement, si un jour vous avez la chance de rencontrer Harry, vous verrez, c'est un homme fantastique. Il va prendre du temps avec vous. Et t'hésites pas avec tout le monde. Et que ce soit des jeunes, des plus anciens, etc. Si c'est vrai ou pas. Peut-être je vais fatiguer. Non. Mais en tout cas, non, on ne peut pas tourner sur ses talons. Il y a quelqu'un qui peut-être attendu les décennies pour te voir. Et finalement, il ou elle te voir, alors il t'a soutenu, il a vécu avec toi. Quelque part, il était dans la voiture avec toi. Et alors, non, tu ne peux pas tourner sur les talons. Et non, tu dois... C'est ça, c'est une famille finalement. Une famille et on ne peut pas... On est tous aussi mortels. Oui. Non, c'est top. Et c'est vrai que moi, je le vois aussi, petit à petit, grâce à tout ça, à tout ce que je peux vivre, c'est un petit peu grâce aux gens au final, parce qu'ils nous soutiennent, ils viennent nous voir. Et c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant et ça fait toujours chaud au cœur de voir qu'il y a des gens qui peuvent nous aimer ou nous apprécier pour quelque chose qui au final nous est notre travail. Oui, travail ou passion, oui, quand il te dit merci de nous avoir fait rêver, mais ça me choque tous les jours j'entends ça et merci pour le rêve que tu m'avais donné. Alors ça me touche tout le temps aussi fort. Moi, j'ai vécu dans mes rêves et sans que je savais, c'est donner les rêves aux autres. Oui. C'est une chance inouïe au final de pouvoir faire ça et de se dire qu'on profite. Par exemple, même aujourd'hui, franchement, moi, je remercie encore tout le monde parce que c'est grâce aux gens que je peux faire ça, qu'on peut être là aujourd'hui, qu'on peut profiter, c'est merveilleux. Non, mais c'est exactement cela. Partage, mais qu'est-ce que tu peux faire mieux dans la vie que c'est de partager ce que tu as eu toi-même. Exactement. C'est pour ça que je fais ça aussi, que je fais des vidéos, pour essayer de partager la passion, rencontrer des gens, partager. Et comme tu dis, on vit qu'une fois.
on est là, il faut profiter, on est content de se réveiller chaque jour. Donc si on peut avoir les plus belles expériences, pour moi, bah, ça n'a pas de prix. Justement. Et comme résultat, c'est un peu plus de compréhension, un peu plus de l'amour entre êtres humains. Alors, tu n'as pas perdu ton temps. Voilà, moi ce que je dis, c'est j'aimerais bien partager, j'aimerais bien aider les gens, pouvoir les aider à découvrir des passions, pouvoir se lancer dans quelque chose. Moi je me suis lancé, j'ai eu plein de vies et j'aimerais bien même limite créer une association où par exemple quand je rencontre des gens comme ça, pouvoir donner les revenus que ça va générer à des associations pour aider les gens. Et je me dis voilà, j'ai ce besoin maintenant de me dire il faut transmettre quelque chose. Et je trouve que ça c'est aussi important dans la vie. Et merci Harry en tout cas d'être là par exemple, d'avoir fait cette vidéo pour nous raconter un petit peu, donner plein de positivité. Parce qu'au final, je pense que tu es quelqu'un de très positif aussi et ça se ressent. Et en plus, tout en conduisant à bon rythme aujourd'hui. Oh, moi, c'est de mal, c'est de mal avec mon français. En conduisant, même en français, je diminue. et moi, je t'avoue, Harry, normalement, je suis très très mauvais passager. Oui. Ah ouais? Et j'ai très vite envie de vomir. Et je t'avoue que là, ça commence à faire un petit moment. Tu penses que je les conduis? Tu conduis très bien. Mais, ok. Smooth. Mais très smooth. Voilà. Exactement, très bien. Et attention, radar. Parce qu'il faut quand même s'arrêter au radar, même si on est escorté par la police, les radars fixes sont quand même là. Le radar fixe ne sait pas qu'il y a un motard devant nous. Exactement. Voilà. Lui, il ne saura pas, donc sinon, on recevra à la maison directement. Mais on va éviter. Mais en tout cas, Harry, j'espère que ça t'a plu, cette petite vidéo comme ça, simple, en toute transparence. Merci beaucoup à toi. J'espère que ça va rester un témoignage d'une passion. Et c'est tout, exactement. Voilà. Moi, le plus important, c'est d'avoir partagé ce moment avec toi, de le partager avec les gens. Moi, je suis super heureux. Merci encore au Tour Auto qui nous invite. Merci encore à BMW de nous faire ce plaisir de nous mettre dans cette voiture de folie parce qu'on est dans une M4 CS. Devant, on a une M3 CS Touring et il y a plein de choses. L'ambiance, le fait de pouvoir voir les voitures. Et merci encore à toi, Harry. Merci, Nicolas. Merci pour ton sympathie. Encore plein de bonnes choses. J'espère qu'on va se revoir encore plein de fois. Je t'inviterai sûrement à la maison un jour à faire un petit barbecue, profiter. Puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, un petit commentaire pour Harry. Si vous avez d'autres questions qu'on pourra peut-être lui reposer prochainement. Et puis, messieurs, dames, à bientôt pour une prochaine aventure. Et merci, salut. Ciao. Et ne roulez pas trop vite. Surtout pas.